nous êtes fidèles, merci à Contrepartie. Nous décryptons les informations de l'ère sur WAB Information TV. Pour aujourd'hui, vous savez peut-être, le gouvernement congolais prévoit tenir un pourparler direct avec le M23 AFC. Ça sera le 9 avril 2025. Nous allons en parler avec un consultant direct de WAB Information TV. Lui, c'est M. Nikez Kibelbel, notre consultant en matière de guerre, en matière d'information. Il est ensemble avec nous. M. Nikez, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux encore une fois de vous recevoir, M. Nikez. Le gouvernement congolais prévoit tenir son pourparler direct avec le M23. Ça sera donc ce 9 mars 2025. Avril. C'est 9 avril, hein, j'ai voulu dire, 2025. Dites-nous d'abord ce que vous en pensez. Merci beaucoup de l'invitation. Il faut partir du principe que tout ce qui mène au dialogue, tout ce qui mène à la paix, doit être encouragé. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement congolais va se retrouver autour de la table avec le M23 AFC. Le 9 avril, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où le premier pas déjà, c'est ce qui est plus important, parce qu'il n'y a pas un mois, chacun s'est tiré dessus, et chacun tirait sur l'autre avec des mots qui faisaient même plus mal que des balles. Donc il faut féliciter, mais il faut alors observer qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Ça sera au Qatar, M. Nikez, vous le savez très bien. Peut-on dire avec certitude que Qatar est finalement la solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo? Alors, Qatar s'impose. Depuis cette rencontre qui a échoué à Luanda, en Angola, cette rencontre qui devait mettre autour d'une même table les rebelles et le gouvernement congolais, cette rencontre qui a été, entre guillemets, boycottée, parce qu'on se retrouvait avec les deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda. Ils se sont retrouvés autour de l'émir du Qatar. Et depuis ce jour-là, on dirait que le Qatar a pris le devant, le Qatar a boosté finalement la rencontre. Mais le Qatar, est-ce que c'est un fin politicien? Le Qatar, on sait que c'est l'empire économique, c'est l'exploitation de l'or, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que le Qatar ne pèse pas plus parce qu'il a des intérêts au Rwanda et il fait fléchir le Rwanda? Mais nous pouvons dire, sûrement avec des questions, on ira dans les détails, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, que le Qatar est en train de damer les pions à la négociation telle que proposée par l'Union africaine. On peut dire que cela met fin au processus de Luanda, mais également le processus de Nairobi. Alors, on ne peut pas d'emblée dire que ça met fin. Au fait, c'est un peu une course. Si le Qatar est plus rapide que le processus de fusionner de Luanda et de Nairobi, le Qatar arrivera le premier. Parce qu'on se rend compte que même les 5 médiateurs désignés, jusqu'à preuve du contraire, ne se sont pas encore réunis. Mais le Qatar est sur une longueur d'avance et on peut espérer, parce que pour le Congolais, ce qui est plus important, ce n'est pas qui réussit à faire venir la paix, mais que la paix revienne. Donc, le Qatar est à une longueur d'avance. Comme vous dites, le 9 avril, il va encore se retrouver. Si ça va vite, alors le Qatar, c'est le cheval qui prend les l'ampleur et c'est le cheval gagnant par rapport à l'Union africaine. Donc, on va dire que vraiment le président angolais avait droit de dire qu'il se retire momentanément ou bien pour dire bon dans ces processus. Alors, nous l'avons déjà dit ici, que le président angolais, en tant qu'humain, devait se sentir froissé, devait se sentir humilié, je mets ça entre guillemets, parce qu'il convoque, d'abord le 15 décembre 2024, il convoque les deux chefs d'État, Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Paul Kagame ne vient pas. Et il y a l'escalade de la violence qui commence avec la prise de Goma puis la prise de Bukavu. Ça, c'est la première frustration. La deuxième frustration, alors que Kinshasa accepte de se retrouver autour d'une table, négociation directe M23 AFC avec Kinshasa, le M23 ne vient pas. La délégation de Kinshasa arrive, mais la surprise, le grand étonnement, c'est que les deux présidents se retrouvent à Doha, au Qatar.
c'est une deuxième frustration. Mais au-delà de la frustration, qui est un phénomène humain pour tout homme, pour toute personne, au-delà de la frustration, il y a une excuse. Il devient président de l'Union africaine et comme président de l'Union africaine, il parraine aussi de façon indirecte. Il a le regard sur tous les processus de paix, sur toutes les résolutions des conflits qui se passent en Afrique. Donc sur ces points-là, il a un droit de regard, à moins que, comme vous l'avez dit bien avant ici, à moins que le Qatar puisse arriver jusqu'au bout. Et si le Qatar arrive jusqu'au bout, à ce moment-là, le président angolais n'a plus de mission à jouer dans le conflit immédiatement. Ça se dit sur Internet, ça devient vraiment un buzz. On dit que, sincèrement, on a ravi les processus dans les mains de João Lourenço, donc le président angolais. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire que ce dernier avait échoué? Alors, dans un processus, oui. Oui et non. Parce qu'un médiateur utilise son flegme, utilise son charisme pour faire aboutir les choses. Or, au niveau où nous sommes arrivés, le charisme du président Lourenço n'a pas réussi. Vous savez que le président Kagame n'était pas comment dirais-je, très ouvert ou très proche. En tout cas, il avait des appréciations, des réserves pour le président, contre le président Lourenço. Alors, sur ce point-là, nous pouvons dire qu'il a échoué parce que j'ai parlé tantôt ici de l'humiliation. J'ai parlé aussi de la frustration, du traumatisme. Le fait qu'on lui confisque ce qu'il parrainait, lui. Parce que n'oubliez pas que le 15 décembre 2024, on était à la porte de la sortie des crises. Assurément. Si les deux présidents avaient signé la feuille de route de Luanda, on n'en serait pas à la prise de Goma et de Bukavu. Donc sur ce point-là, c'est un échec personnel d'abord. Mais comme j'ai dit, lorsqu'il prend la tête de l'Union africaine, il ne peut pas commencer à dire « j'ai été humilié ». Sinon, on trouvera qu'il est vengeur, il veut venger. Donc, dans un premier temps, disons qu'il a échoué, mais c'est un transfert de responsabilité parce que si le Qatar réussit, mais il y a des applications qui demanderont naturellement la présence ou l'assistance de l'Union africaine. Parce que nous avons la SADC, nous avons l'EAC sur le terrain. Donc, on peut ne pas dire, c'est au fait le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, ça dépend du côté où vous vous trouvez. Monsieur Nikez, vous êtes chercheur, bien évidemment. Dites-nous comment est-ce que vous expliquez, comment vous analysez le fait que le président congolais, le président rwandais avait commencé le processus de Qatar, mais brusquement, c'est le gouvernement congolais qui sera en face du M23. Dites-nous comment expliquez-vous ces faits? Alors, il y a une explication simple. Pour la communauté nationale et internationale, c'est le Rwanda qui agit derrière le M23. Mais le M23 a toujours refusé cela. Oui, le M23 a toujours refusé parce que, bon, on ne peut pas, ça c'est tout un débat. Mais bon, la question, elle est simple. L'AFC aujourd'hui, ça fait 2 ans, toutes les armes, il les a eues. Où et quand? Avec quel argent? Donc, disons que dans la vision de la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies le dit ouvertement, les États-Unis qui ont pris des mesures, des sanctions, c'était contre le Rwanda et contre le M23. L'Union européenne qui a pris des sanctions, c'est contre le Rwanda et contre le M23. Donc, pour la communauté internationale, pour la communauté nationale congolaise et la communauté internationale, c'est le Rwanda qui actionne le M23. Alors, la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame, c'était effectivement pour ouvrir le couloir, pour ouvrir le corridor, pour dire nous vous donnons feu vert, commencer les négociations. Donc chacun de son côté a donné des instructions à sa branche. Bon, Tshisekedi donne des instructions au gouvernement ou aux experts du gouvernement pour les négociations. Voici votre position. Et de l'autre côté, le président Kagame a autorisé effectivement le M23 AFC d'aller négocier. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer. Pourquoi ne pourrait-il pas partir toujours dans le processus de Nairobi, bien sûr, pour parler directement avec le gouvernement rwandais, donc le président congolais, le président rwandais sur une même table, au lieu d'aller directement avec le M23 AFC? Alors, d'abord, dans le processus de Nairobi, le processus de Nairobi ne désigne pas le Rwanda comme agresseur.
le processus de Nairobi parle de groupes armés locaux et étrangers, en ajoutant y compris les M23. C'est pas le processus de Luanda. Alors, dans le processus, dans la feuille de route de Luanda, et c'est ça la grande différence. Donc, le processus de Nairobi ne parle que de groupes armés locaux et étrangers, y compris les M23. Par contre, dans la feuille de route de Luanda, la feuille de route de Luanda ne parle pas de groupes armés. La feuille de route de Luanda parle du retrait du Rwanda, de la RDC et du désarmement. Donc, le désarmement, c'est le M23. Donc, vous comprenez que la feuille de route de Luanda avait une vision extérieure, une vision de l'agression. Par contre, le processus de Nairobi, c'était un conflit interne. Et c'est là où, effectivement, quand vous lisez le processus de Nairobi, vous vous rendez compte que la CENCO et les CC sont dans la logique du processus de Nairobi. Par contre, l'Union européenne, les États-Unis, le Conseil de sécurité et même le gouvernement congolais est dans la logique de la feuille de route de Luanda. C'est-à-dire, nous négocions d'abord avec le parrain donne des ordres, comme le président Tshisekedi les appelle, à ses panthères pour s'exécuter. Et j'ouvre une parenthèse. De tout le temps, depuis l'AFDL jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a négociation, il y a dialogue, les rebelles n'ont jamais remis des armes. Cela signifie que, en termes simples, ce ne sont pas leurs armes à eux. Parce que quand ils entrent dans les institutions, ils viennent comme des civils. Donc ils ne viennent pas avec des armes en disant « voici les armes qui ont servi à vous combattre, nous les remettons ». Non, ils ne viennent pas avec des armes. Donc c'est comme ça que la feuille de route de Luanda parle plus d'un conflit du voisin qui vient déstabiliser, qui vient agresser la RDC. Et c'est pourquoi la feuille de route de Luanda est sur la logique du respect de la souveraineté de la RDC et du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. On peut dire que cette fois-ci, les M23 AFC ne sont plus, bien évidemment, les pantins, comme le président de la République l'a dit, comme ils seront derrière, disons, en face du gouvernement congolais. Alors, le problème ne se pose pas au niveau des pantins. Le problème se pose au niveau des cahiers de charges. Parce que lorsqu'on sera face à face, on posera la question au M23 AFC. Vous avez pris les armes, pourquoi? Quelles sont vos doléances? Quel est votre cahier de charges? Alors, lorsque, à supposer que dans les cahiers de charges, on retrouve les mêmes revendications que le Rwanda. Les revendications du Rwanda sont connues. Première revendication, le problème des réfugiés, tous ceux qui sont au Rwanda, qui doivent rentrer. La minorité. La minorité. Deuxième revendication, c'est le problème des FDLR. Vous comprenez? Alors, on ajoute le problème des Banyamulenge, le problème des EMA. Si dans le cahier de charges de l'AFC M23, on retrouve ces points-là, à ce moment-là, on dit, mais écoutez, vous n'êtes pas les avocats du Rwanda. Ce problème, parce que le problème des réfugiés doit être traité d'État à État. Parce que nous avons le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Donc le problème des réfugiés doit être traité d'État à État. Le problème des Tutsis ou des Banyamulenge ou des Emma, le gouvernement a déjà répondu, c'est un problème du gouvernement congolais avec ses composantes, ses communautés. Donc ce n'est pas un État qui doit venir. Le problème des FDLR, ça se trouve dans la feuille de route de Luanda où on parle de la neutralisation des FDLR. Donc les M23 comme l'AFC ne peuvent pas neutraliser les FDLR. C'est les FRDC qui doivent neutraliser en suivant un calendrier tracé par la communauté internationale en accord avec le Rwanda qui doit quitter le sol congolais. Donc le mot pantin peut ne pas revenir, mais tout dépendra du cahier de charges que l'AFC M23 va présenter. Et du contenu surtout. Monsieur Nikes Kibelbel, est-ce que cette fois-ci on peut croire à la paix définitive et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme le gouvernement congolais avait accepté de négocier directement avec les M23? C'était la volonté bien évidemment du M23 FC. Alors, on doit croire à la paix. Mais le problème, on se base sur l'expérience. Vous savez, la guerre de l'AFDL, officiellement, c'était la guerre pour la nationalité des Banyamulenge. Aujourd'hui, on n'en parle plus. La guerre de RCD, c'était la guerre de la rectification. On n'en parle plus. La guerre du CNDP, c'était la guerre pour valoriser les minorités. On n'en parle plus. La guerre du M23 arrive. Donc, le problème, c'est pour arriver à la fin de la guerre, il faut que
les Congolais se sentent Congolais. Il faut que le problème externe au Congo soit traité d'État à État. Donc, c'est un problème de la volonté, c'est un problème de la manipulation. Si on continue à manipuler certains Congolais, naturellement, on n'arrivera pas à la paix. C'est-à-dire, on aura les M23, selon certaines sources, demandent, comment on appelle ça, l'amnistie, demandent l'intégration dans les institutions. Mais c'est toujours ce qu'on a déjà fait. Est-ce qu'il faut tuer des gens pour s'intégrer pour intégrer l'administration? C'est des questions qu'il faut poser. Donc, la paix dépendra de la volonté des uns et des autres. Et moi, j'ajoute, la paix plutôt dépendra de la cessation de la manipulation de certains Congolais par les puissances étrangères. Donc, certains Congolais sont manipulés par les puissances étrangères, selon vous. Comment est-ce que vous le prouvez? Comment nous le prouvons? Parce que, comme je l'ai dit ici, le cahier des charges. Nous avons eu la chance d'assister ou de couvrir Sun City, découvrir la conférence de Goma, découvrir le Mouniogno, c'est-à-dire les pourparlers entre les M23 et le gouvernement congolais. Mais on revient sur les mêmes choses. On revient sur les réfugiés, tous ceux qui doivent rentrer au Congo. On revient sur les FDLR. Et à l'époque, le M23 demandait que ce soit lui qui puisse combattre les FDLR, alors qu'il est déjà sur le sol congolais. Donc, c'est pourquoi nous disons que le problème des FDLR, qui sont des Rwandais, ce n'est pas le problème des Congolais, mais le gouvernement congolais, d'État à État, peut traiter avec le gouvernement rwandais. Ça, c'est une chose. Donc, on trouve, c'est mal posé lorsqu'on voit des Congolais prendre les armes pour dire nous prenons les armes parce que les FDLR tuent au Rwanda. Ça, c'est mal posé le problème. C'est mal posé le problème lorsque les Congolais prennent des armes en disant nous prenons des armes pour protéger une minorité. C'est mal posé le problème. Donc, c'est ce que nous appelons l'instrumentalisation. Donc, dès lors qu'on reconnaîtra, parce que imaginez-vous qu'en 2003, Azarias Rubero était vice-président de la République chargé de la défense. Donc, Azarias Rubero et Munyamulenge, s'ils avaient pris les armes pour protéger les Banyamulenge, il était mieux placé pour arriver à résoudre ces problèmes. Mais comment vous pouvez expliquer que 20 ans après, c'est le Rwanda qui pose le problème? Or, eux-mêmes, les Banyamulenge disent nous n'avons pas de problème avec les Congos. Vous avez suivi le ministre Alexis Guissaro, qui a dit nous n'avons mandaté personne et nous, au Congo, nous nous promenons normalement et librement. Donc, c'est pourquoi, dès lors qu'on évite l'instrumentalisation, la manipulation, le Congo peut retrouver la paix entre les fils du Congo et évoluer normalement, parce que nous sommes en train de reculer. Voilà, nous sommes en train de reculer selon M. Nikez Kibelbel. Je vais les rappeler. Le 9 avril de cette année 2025, le gouvernement congolais et les M23 AFC vont se retrouver à Doha. Nous sommes au Qatar. Est-ce que cette rencontre aura vraiment lieu en sachant ce qui s'est produit avec Luanda, M. Nikez? Alors, les voies du Seigneur sont insondables, impénétrables. Nous ne pouvons pas prédire ce qui peut arriver. Dans une semaine, tout peut changer. Mais puisqu'ils se sont convenus de se rencontrer, donnons-leur le bénéfice du doute qu'ils vont se rencontrer effectivement, parce qu'au finish, personne n'a besoin de continuer la guerre. Vous savez, la guerre coûte ce que ça coûte en termes humains et en termes de dégâts collatéraux. Et en termes, là, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous qui habitez les territoires aujourd'hui sous le contrôle des M23, est-ce que l'argent circule? Non. Donc, si réellement on veut la paix, alors il faut que tout le monde entre dans cette vision de la paix. C'est-à-dire, allons de l'avant, mettons nos égos de côté, allons pour le bien-être de la population congolaise. Donc, espérons que le 9, puisque ce sont eux-mêmes qui ont fixé la date, espérons que le 9, ils vont se rencontrer pour que le processus de paix puisse évoluer. Parce que dans les territoires sous occupation du M23 AFC, les populations sont asphyxiées. Vous savez ce qui a fait fâcher les M23 et si réellement, encore une fois, les sanctions continuent à peser sur leur tête, est-ce qu'ils ne vont pas encore une fois se retirer? Mais les sanctions, c'est pas... Les sanctions sont prises par rapport au comportement. Et donc, eux, au contraire, ils doivent tout faire pour montrer que les sanctions qui avaient été prises à leur encontre
n'était pas, comment dirais-je, n'était pas juste. Parce que refuser d'aller, les sanctions restent. Il n'y a que le gouvernement, un gouvernement responsable qui peut négocier le retrait des sanctions. Je vous rappelle qu'en 98-99, il y avait des sanctions prises sur le vice-président de la République Yerodia Ndombase, Abdoulaye. Sanctions prises. Mais à cette époque-là, le président Laurent Désiré Kabila s'est battu et les sanctions ont été levées. Donc, il n'y a que le chef de l'État qui peut se battre pour la levée des sanctions en donnant des preuves de bonne foi. Un rebelle de lui-même ne peut pas lever les sanctions. Donc, s'ils disent qu'il y a des sanctions, nous n'allons pas, mais ils vont aller où? Parce que si les sanctions vous interdisent de sortir du pays ou des territoires que vous occupez, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas rester éternellement général dans la brousse. Si vous devez conquérir le pouvoir, vous devez à un moment sortir de la brousse pour aller conquérir le pouvoir. Donc, si on présente les sanctions comme étant un frein au dialogue, ça, selon moi, c'est une mauvaise analyse parce que les sanctions ont été prises parce qu'on a jugé que pour tel ou tel acte qu'ils ont commis, ça méritait des sanctions. Au contraire, ils doivent montrer leur bonne foi pour aller. Les sanctions sont prises pourquoi? Mais parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des violations des droits de l'homme. Mais si la guerre cesse, s'il n'y a plus de violations des droits de l'homme, on peut effectivement se battre, comme j'ai donné cet exemple-là. La République peut se battre pour que les sanctions soient levées. Mais il faut d'abord aller au dialogue, il faut d'abord arriver à instituer la paix. C'est ce qui est très important. Voilà, quelles sont les probabilités pour la tenue de ces assises et la non-tenue, bien évidemment? Alors, les premières possibilités, probabilités, c'est d'abord la bonne volonté, les engagements. La bonne volonté de s'engager pour la paix. Parce que ça dépasse tout. Maintenant, il y a des prétextes qui peuvent arriver, qui peuvent freiner, qui peuvent mettre en mal cette bonne volonté. Mais si tout le monde est animé de la bonne volonté pour aller de l'avant, je pense que les préalables, les prétextes seront écartés. Et surtout, nous insistons qu'aucun Congolais ne souhaite qu'il y ait la guerre. Ça fait 30 ans qu'il y a la déstabilisation totale de la République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans qu'il y a des morts. Ça fait 30 ans qu'il y a des populations déplacées. Ça fait 30 ans qu'il y a des populations qui vivent en errance. Ça fait 30 ans qu'on recule. Ceux qui vivent à Goma, ils savent qu'aujourd'hui, Goma a reculé. Goma, c'est une ville touristique. Faites le tour des hôtels, il y a combien de gens qui sont dans les hôtels? Donc, la guerre n'est pas une bonne chose. On fait la guerre, mais après avoir fait la guerre, il faut penser à penser les plaies. Penser à aller de l'avant pour effectivement développer le pays, pour vivre en harmonie avec tout le monde. Alors, c'est quoi vont bien évidemment apporter ces négociations? Alors, comme nous l'avons dit tantôt, au fait, nous sommes devant deux protagonistes. Il y a le premier qui accuse l'autre. Ceux qui ont pris les armes, ils ont des griefs contre ceux qui n'ont pas pris les armes. Donc, l'M23 et l'AFC, c'est eux qui doivent présenter les cahiers des charges en disant « Nous avons pris les armes pour telle raison ». Alors, comme nous disons, comme je l'ai dit, je l'ai souligné ici, si l'AFC M23 vient avec des réclamations du gouvernement rwandais, ça complique tout. Parce qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus d'État en État. Donc, maintenant, s'ils disent que nous avons pris les armes parce que telle communauté n'est pas représentée dans les institutions, ça on peut régler. Vous comprenez? Mais est-ce que pour représenter une communauté, 400 communautés ethniques, il faut nécessairement prendre les armes? Donc, bref, nous n'entrons pas dans les secrets de Dieu. Voyons voir, parce qu'aussitôt qu'ils vont présenter les cahiers des charges, naturellement, ça sera mis sur la place publique et nous saurons si réellement, c'est à ce moment-là que nous reviendrons pour décortiquer, analyser les cahiers des charges de l'AFC M23. Mais dès lors qu'on n'a pas encore présenté les cahiers des charges, il n'est pas opportun que nous puissions leur prêter des intentions. Donc, je vous demande de prendre votre mal en patience. Les 9, peut-être, ils vont présenter les cahiers des charges. Et rappelez-moi, même à minuit, nous allons débattre. Ok, merci beaucoup, M. Niquez. Peut-être la dernière question pour finir cette émission, M. Niquez. Quelle chance accordez-vous à ces négociations au regard des divergences des vies entre propagandistes?
Alors, la chance d'abord, c'est l'aura, c'est-à-dire le poids du médiateur. Aujourd'hui, le Qatar se présente en bon médiateur, c'est-à-dire celui qui essaie un peu de maintenir comment dirais-je, les manivelles. Donc, les manivelles de deux mains, la manivelle de deux mains, il essaie un peu de les maintenir. Donc, ça dépend, comme je l'ai dit, du charisme du médiateur aussi. Ça dépend de la bonne foi des protagonistes. Donc, disons que si tous les protagonistes vont avec l'esprit de ramener la paix, on peut leur donner 80% de chances que le processus continue normalement. Mais s'il y a des prétextes, alors s'il y a des prétextes, naturellement, et comme tout processus, ça va évoluer en dents de scie. Ils entrent dans la salle, ils se boudent, ils repartent et ils reviennent demain, parce qu'aussi il faut tenir compte. L'argent qu'on dépense, si c'est les Qatar qui dépensent billets d'avion et tout cela, il faut en tenir compte. Parce que tôt ou tard, il faut rembourser. Ce n'est pas la loterie des générosités. Nous sommes dans les affaires sont les affaires. Et donc, comme les affaires sont les affaires, tôt ou tard, il faut rembourser cet argent-là. Et il faut que les protagonistes tiennent compte de cela. Merci beaucoup, Monsieur Nikez Kibelbel. Je rappelle qu'il est notre consultant en matière de guerre chez nous à WAB Info Télévision. Nikez, dites-nous, avez-vous quelque chose à dire en conclusion? Tout ce que nous pouvons dire, c'est de souhaiter bon vent aux protagonistes et de leur demander de prendre l'intérêt de la nation en premier lieu, parce que nous sommes dans une pente glissante où on sent la balkanisation. Et il faudrait qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas dans la logique de la balkanisation et qu'on peut, entre Congolais, on peut trouver des solutions parce que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est avec ces mots de M. Nikez Kibelbel que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. L'émission s'appelle Décryptage des informations. Nous avons décrypté une actualité qui est vraiment en train de couler beaucoup d'encre et salive sur les nets et partout à travers le monde. C'est les négociations directes entre les M23 et le gouvernement congolais. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Surtout, portez-vous bien.